Nous sommes en Normandie en 1944. Depuis le 6 juin, les Américains ont avancé sur plusieurs fronts. Mais après la terrible tempête des 19, 20 et 21 juin qui désorganisa toute la logistique, ils révisèrent leurs plans et se sont donc concentrés uniquement sur la prise du port de Cherbourg qui a eu lieu fin juin. Nous sommes maintenant début juillet et la grande percée promise n'est pas encore d'actualité. Les états-majors s'impatientent et mettent de plus en plus de moyens pour ouvrir ce front qui les maintient dans l'enfer du bocage. Cependant, les Allemands ont mis à profit le répit laissé par les Américains pour renforcer leur défense, apporter des renforts nécessaires et renforcer les défenses pour contrer la supériorité numérique et matérielle américaine. Et cela va être une mauvaise surprise pour les Alliés. Là où les Allemands défendaient en reculant, c'est maintenant une défense de front que vont subir les Américains autour de Saint-Lô. Néanmoins, les Allemands ne font que retarder l'inévitable. En ce début juillet, les fronts américains sont en arrêt. Sur tout le sud de Caumont-l'Éventé en passant par Saint-Lô, puis le long de la vallée de la Vire jusqu'à Carentan, ensuite de Baube jusqu'à la côte ouest du Cotentin, le front est inactif et ne progresse pas d'un village suivant les ordres de Bradley, donnant tout à Cherbourg. Cette stratégie permet la prise de Cherbourg en quelques jours, mais la dynamique de progression dans le bocage profond est stoppée net. Les hommes patientent, attendant les ordres, ne pouvant rien faire, tandis qu'ils entendent les Allemands bouger, creuser et agir sous le couvert des bosquets et bois. Les hommes savent qu'ils donnent malgré eux du temps à l'ennemi pour se renforcer. Le long du front, les divisions sont réparties ainsi. La première division d'infanterie tient fermement les secteurs autour de Caumont-l'Éventé depuis qu'elle a pris la ville. Elle fixe malgré elle la deuxième division de Panzer qui lui fait face. Malheureusement, les Anglais sur son flanc gauche piétinent et elle se trouve trop loin de Saint-Lô pour agir dans les jours qui suivent. Sur sa droite, elle trouve la deuxième division d'infanterie qui tient le carrefour de la route de Saint-Lô-Bayeux depuis la mi-juin, mais reste bloquée à 7 km à l'est de Saint-Lô par les défenses mises en place par le génie de la 352e division d'infanterie début juin autour de Saint-Georges-d'Elbe. À côté, jusqu'à la vallée de la Vire, la 29e division américaine qui a fait le débarquement du 6 juin a elle aussi été stoppée au nord de Saint-Lô par les défenses en place à seulement 5 km de la ville. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder ma vidéo Normandie 1944, les Américains d'Omaha, la course vers Saint-Lô, qui décrit la percée américaine juste après le débarquement. Sur les hauteurs de la vallée de la Vire, de Saint-Lô à Carentan, le front remonte d'un coup pour se positionner sur une ligne au sud de Carentan, passant par Baube, puis allant jusqu'à la mer. Là, c'est la 30e division d'infanterie qui tient le terrain après avoir relevé la 101e Airborne qui combattait depuis le débarquement. Et au milieu du Cotentin, c'est la 90e division d'infanterie qui s'est mise en défense sur les ordres de Collins pour laisser les autres divisions prendre Cherbourg. Il va maintenant falloir que l'état-major américain relance les assauts en direction du sud et de Saint-Lô. Et ce, malgré que toute la logistique se trouve maintenant dans le nord du Cotentin. C'est donc début juillet que reprend les assauts vers Saint-Lô, Perrier et Coutances. Saint-Lô est le siège du quartier général du 84e corps et un carrefour logistique important en bordure du bocage et vers les hauteurs de la vallée de la Vire. C'est à cause de cela que la ville a été fortement bombardée depuis le débarquement. Le bombardement du 6 au 7 juin a causé de fortes destructions dans la ville, tuant plus de 800 civils et détruisant une grosse partie de la ville. Durant la première partie de juin, les Allemands ont été sous pression constante. La 352e division a subi de nombreuses pertes en tentant d'endiguer les actions américaines. Le génie du 352e a profité du temps accordé pour consolider les défenses de la ville autour des points hauts du secteur. Les troupes de la Panzerlehr et de la 17e SS Panzer se sont enterrées sur place et vont mener la vie dure aux divisions américaines malgré leur infériorité numérique. Mais le plus gros des troupes est la 3e Fallschirmjäger Division qui est à son effectif maximal, soit 16 000 hommes frais. Ils arrivent dans la zone de Saint-Lô dès le 15 juin et ce sont eux qui vont faire front face aux Américains. Le nouveau commandant du 84e corps, le général von Scholstis, arrivé le 17 juin en remplacement du général Marx, a repris les troupes en main et cela va faciliter leur défense acharnée. Au nord de Perrier, la tempête a permis une réorganisation complète de la ligne de front allemande.
Les troupes de la 243e division d'infanterie et les restes de la 91e division qui ont pu fuir la poche de Cherbourg se sont réorganisés en défense. L'infanterie venant de Bretagne à pied a pu arriver sur place et renforce les troupes déjà en place. Les Allemands s'enterrent dans ce territoire marécageux entrecoupé de haies et aucun chemin n'est pas surveillé. L'accalmie a été mise à profit pour empêcher les Américains de percer le front. Les unités SS, dont la 2e SS Panzer Das Reich, sont placées en réserve pour agir dès le premier mouvement américain. Mais il n'y aura plus de renfort. L'arrière-pays français est vide de troupes et les Allemands sont maintenant occupés beaucoup plus à l'est. Dès le 4 juillet, une importante préparation d'artillerie sur les positions allemandes de Saint-Lô ne donne aucune réponse de l'ennemi. Les Allemands sont retranchés, prêts et maintenant bien ancrés sur leurs positions. À l'est de Saint-Lô, autour de Saint-Georges-d'Elle, la côte 192 domine le bocage et le moindre mouvement américain est signalé puis bombardé à coups de mortier et d'artillerie. La 2e division américaine se trouve face à un mur infranchissable. Au nord et au nord-est de Saint-Lô, la 29e division n'est pas mieux lotie, même si elle est 2 km plus proche. Elle est face à 2 collines que les Allemands ont fortifiées, la côte 122 au nord et la côte 147 au nord-est de Saint-Lô. Contrôler ces côtes, c'est contrôler les accès nord et nord-est de la ville. Mais les Allemands contrôlent la zone autour de ces points et le bocage n'offre aucune visibilité. Enfin, la 29e division est encore affaiblie après son débarquement et sa course vers Saint-Lô. L'état-major américain prévoit alors une offensive sur les hauteurs de la rivière Vire pour contourner ce bocage qui l'empêche de progresser. L'opération principale est confiée à la fraîche 30e division d'infanterie qui se trouve à Saint-Fromont avec son 117e régiment d'infanterie face à la ville de Saint-Jean-de-Dailly, à l'est, et au nord avec le 120e régiment d'infanterie qui a combattu à Montmartin-en-Graine le long de la route Saint-Lô-Carentan, sur les hauteurs de la vallée de la Vire. Ces régiments d'infanterie seront épaulés par le 743e bataillon de chars associé à la 30e division. L'idée est de percer le front sur cette hauteur, entre la vallée de la Vire et le marais de Graine. Sur ces positions, le bocage est plus ouvert et il donne accès direct à l'ouest de Saint-Lô, coupant la route Saint-Lô-Perrier. Mais aussi de profiter des routes à travers le marais pour foncer vers Perrier, ville stratégique au croisement de plusieurs axes importants. La partie basse de la vallée de la Vire sera tenue par la 35e division d'infanterie qui fait la jonction avec la 29e division. Le 7 juillet au matin, l'artillerie américaine ouvre le feu sur la route Montmartin-en-Graine-Saint-Jean-de-Dailly. Au même moment, le 120e régiment s'engage vers le sud, appuyé par le 743e bataillon de chars. En amont des troupes, le 105e Combat Engineer Battalion du Génie construisent 3 ponts sur le canal de la Vire. 2 ponts sont détruits par les Allemands tandis que le 3e tient. À 13h45, l'infanterie peut traverser et monter sur les hauteurs de Saint-Jean-de-Dailly. Le pont est renforcé et au milieu de l'après-midi, les chars traversent la Vire et rattrapent l'avant-garde qui est en vue de la ville. À 18h15, les objectifs tombent rapidement et la ville est libérée dans la soirée. Les éléments allemands du colonel Heinz de la 275e division d'infanterie se sont repliés vers le sud-ouest. Dès 5h40, le 8 juillet, le 120e régiment reprend son avancée vers le sud. L'objectif est la croisée du chemin 1 km au sud de Saint-Jean-de-Dailly. En contrôlant ce passage, le 117e régiment positionné à Saint-Fromont pourra traverser la rivière Vire et venir épauler l'attaque de la division vers le sud. Le croisement est sécurisé et les troupes américaines maintenant regroupées progressent sur 2 fronts. Le premier avec les 119e et 120e régiments plein sud vers Pont-Hébert, village clé donnant accès à Saint-Lô par l'ouest. Et le second au sud-ouest sur la route départementale 8 en direction du village Le Désert. La progression est lente mais régulière. Le 9 et 10 juillet se passent sans aucun problème et la colonne progresse de près de 4 km sur les 2 fronts. Au soir du 10 juillet, le 119e régiment commandé par le colonel Alfred Etny progresse le long de la route départementale 974 en direction du sud sous les tirs de l'artillerie allemande et son premier bataillon atteint les abords nord du village de Pont-Hébert. Durant la nuit, les Américains entendent des bruits de Panzer et d'autres véhicules à moteur allemands au sud du village. Aux premières heures de l'aube, la Panzerlehr avec son Panzergrenadier régiment 902 lance un assaut frontal sur les colonnes américaines. Les lignes de défense américaines cèdent et la progression de la Panzerlehr n'est arrêtée que par l'artillerie et le renfort du 743e bataillon de chars. Pendant le repli allemand, les Américains se réorganisent du mieux qu'ils peuvent car c'est maintenant un assaut frontal de la 17e SS Panzer Division Gotz von Berlichingen avec un appui d'infanterie de la 352e qui sort de Pont-Hébert. Les combats sont violents et chacun se rend coup pour coup.
Et petit à petit, le 119e, avec en renfort le 120e, reprend sa progression vers le village. Dans le même temps, le second front arrive à stopper le gros de la Panzerlehr au hameau Le Désert et consolide ses positions. Le gros des troupes retourne vers Pont-Hébert pour aider la prise du village. Sur la rive est de la Vire, la 35e division progresse difficilement vers le village. Les abords ont été renforcés défensivement par la 352e et chaque mètre gagné se fait au prix du sang. Les 12 et 13 juillet, les combats font rage des deux côtés. Pont-Hébert est libéré le 14 juillet 1944. Cela sera le dernier village de cette offensive, car depuis le 11 juillet, la 29e division a lancé l'assaut sur Saint-Lô, et l'état-major américain refuse la demande de la 35e division de progresser à l'ouest de Saint-Lô pour faciliter la prise de la ville. L'offensive de la Vire a le mérite de fixer la Panzerlehr et la 17e SS Panzer à l'ouest de la rivière. La côte 192. Les 2e et 29e divisions devaient faire mouvement vers Saint-Lô le 9 juillet au matin. Et comme l'offensive à l'ouest de la Vire se passait sans encombre, l'état-major américain a attendu le dernier moment. En effet, des mouvements de troupes repérés par le 119e laissent entendre une contre-attaque allemande dans leur secteur. C'est ainsi que toute la ligne de front des 29e et 2e divisions a été mise en alerte. Le 11 juillet 1944 à 6 h du matin, l'attaque destinée à s'emparer de Saint-Lô débuta. Au niveau de la 2e division d'infanterie du général Walter Robertson, la division se lance dans la prise de la côte 192 à l'ouest de Saint-Georges-d'Elle. Cette colline domine tout le bocage à l'est de Saint-Lô. Sa prise permettra aussi de prendre Saint-Georges-d'Elle qui résiste aux Américains depuis un mois. Ce faisant, la 2e division protégera le flanc gauche de la 29e division. Dès la fin de la préparation d'artillerie terrestre, le bombardement aérien ayant été annulé par manque de visibilité, les 3 régiments de la 2e division se lancent à l'assaut. Face à eux, le 5e régiment de Fallschirmjäger est bien en place sur la colline et dans le village qu'ils défendent depuis des semaines. L'assaut est mené de front sur la côte par le 38e régiment. Le flanc gauche de l'attaque et la prise du village est confié au 23e régiment. Pendant toute la matinée, les combats font rage. Peu après midi, le sommet est pris. Les Allemands se replient au-delà de la route Saint-Lô-Bayeux. Cependant, le contournement de Saint-Georges-d'Elle par le 23e régiment s'est mal passé. Nous y reviendrons dans les anecdotes. En conclusion de cette journée, au soir du 11 juillet, Saint-Georges-d'Elle qui résistait aux Américains depuis un mois est tombé. La colline 192 qui domine tout le bocage est sécurisée. Des observateurs américains rapportent qu'ils peuvent distinguer les ruines de Saint-Lô et les routes d'accès à la ville depuis le sommet. Les historiens estiment que la prise de la côte 192 est l'une des plus importantes victoires tactiques américaines du mois de juillet en Normandie. Selon certains, elle est aussi importante que la prise de Saint-Lô, car cette colline domine tout le sud du bocage entre Saint-Lô et Bayeux. L'avancée sur Saint-Lô. Tandis que la 2e division attaque la côte 192, la 29e division se lance à l'assaut de Saint-Lô, appuyée par une partie de la 35e division qui combat aussi avec la 30e division autour de Pont-Hébert. 2 vecteurs d'attaque sont mis en place par la 29e division. Le premier avec le 116e régiment d'infanterie, appuyé par le 2e bataillon du 175e régiment, doit traverser Saint-André-de-l'Épine et prendre le contrôle de la route Saint-Lô-Bayeux et aborder Saint-Lô par l'est. Le second vecteur d'attaque avec le 115e régiment d'infanterie, soutenu avec les restes du 175e régiment, doit prendre la côte 147 qui protège le nord-est de Saint-Lô. Un peu plus au nord, la 35e division doit prendre la côte 122, permettant un accès direct au nord de Saint-Lô. Au matin du 11 juillet, le 116e régiment et des éléments du 175e se lancent vers Saint-André-de-l'Épine, vers la route Saint-Lô-Bayeux. À la fin de la journée, les soldats ont atteint les abords du hameau de Laboulay et le 2e bataillon du 175e occupe le carrefour du Calvaire en liaison avec le 2e bataillon du 38e régiment de la 2e division. Durant la nuit du 11 au 12 juillet, les lignes du 1er bataillon du 115e régiment furent percées sous un violent bombardement allemand. Le colonel Goldwyn Ordway Jr., chef d'état-major, tenta de rétablir le contact sans succès. Les soldats allemands avaient infiltré les lignes entre les positions de la compagnie A. Selon le colonel Ordway, l'objectif allemand est de capturer des prisonniers afin d'obtenir des renseignements sur l'attaque prévue contre Saint-Lô. L'objectif du 115e régiment est la prise du hameau de la Luzerne, mais le colonel estime nécessaire de s'emparer d'abord de Bellefontaine. Le 12 juillet, les Américains ne remportent que des succès locaux et limités. Le 13 juillet, le 115e régiment reprit l'offensive à 8 heures.
Une première attaque échoua, mais une seconde lancée à 15 heures permit finalement la libération de la Luzerne et la prise de position sur le plateau nord de Saint-Lô. Dans la nuit du 13 au 14 juillet, les 1er et 2e bataillons du 115e régiment reçurent l'ordre de se replier vers la Fosse-Sardière. Seul le 3e bataillon demeura au contact de l'ennemi près de la Luzerne. À l'est de Saint-Lô, le 116e régiment n'arrive pas à prendre la côte 147 qui défend l'est et le nord-est de la ville. Depuis 3 jours, les avancées se comptent seulement en centaines de mètres par jour. La progression se heurte à une défense acharnée des régiments allemands. Le 15 juillet, l'attaque reprit sur l'ensemble du front à 5h15, selon une tactique d'assaut par colonne de bataillons. Les 1er et 2e bataillons du 115e passèrent à travers les positions du 3e, mais furent accueillis par un feu nourri. Le 116e régiment ne progressa que d'environ 450 mètres avant d'être stoppé. Le 175e continua à protéger les flancs sud et est de la division. Toutes les attaques de la journée furent repoussées par les Allemands. Sur la côte 122, la 35e division, bloquée devant l'Émilie depuis 3 jours, lance une attaque en force pour atteindre le pied de la colline. L'attaque du 135e régiment se poursuit durant la nuit, et le 16 juillet au matin, la défense allemande commence à faiblir. Durant la journée, les combats font rage. La colline est prise en fin de journée, permettant une vue dégagée sur Saint-Lô. Durant la soirée du 15 juillet, le 2e bataillon du 116e régiment, commandé par le major Sidney Bingham Jr., réussit à s'infiltrer au bas de la colline 147 et au sud-ouest de celle-ci, près de l'église Sainte-Croix de Saint-Lô, au carrefour de la Madeleine. Les pertes furent si importantes que des avions durent parachuter du plasma sanguin pour les blessés. Cependant, le 16 juillet, une centaine de soldats allemands lancèrent 2 contre-attaques contre les 1er et 3e bataillons du 116e régiment. Elles furent repoussées. Incapables de percer des lignes américaines, les Allemands bombardèrent intensément les positions toute la journée. Le 2e bataillon se retrouve alors encerclé et attaqué de tous côtés. Les 115e et 175e régiments repoussèrent également des attaques ennemies en ce jour. Aucun terrain ne fut gagné ni perdu. Dans la nuit, le 3e bataillon du 116e reçoit des renforts, mais sa force combattante n'est plus que d'environ 420 hommes. Le bataillon attaqua à 4h30 le 17 juillet. Essuyant des tirs, le major Thomas Howe ordonna à ses hommes de ne pas répondre afin de progresser en silence et d'établir discrètement le contact avec le 2e bataillon. De violents combats au corps à corps eurent lieu à la baïonnette et à la grenade jusqu'à 6h du matin. Après l'assaut, le major Howe envoya des patrouilles rechercher le 2e bataillon qui, depuis le 16 juillet, était encerclé près de la chapelle de la Madeleine, dans un verger soumis à un bombardement constant. La liaison fut rétablie peu de temps après. Vers 7h30, le colonel Philip Dwyer téléphona au major Howe et lui ordonna de progresser vers les faubourgs est de Saint-Lô. La seule réponse de Howe fut « Oui, on peut le faire, et on se voit à Saint-Lô ». La mission consistait à accomplir l'objectif du 2e bataillon devenu incapable de poursuivre l'offensive. Moins de 5 minutes plus tard, des obus de mortier tombèrent sur le poste de commandement du 3e bataillon. Le major Howe fut tué d'un éclat d'obus dans le dos avant même d'avoir pu se mettre à couvert. Le capitaine William Putney prit alors le commandement du bataillon. Sous son commandement, les 2 bataillons atteignirent les abords de Saint-Lô vers 14h. Les Allemands lancèrent alors une puissante contre-attaque avec des véhicules blindés. Les Américains demandèrent un appui aérien. Le 116e marqua ses positions afin de guider les pilotes. L'intervention aérienne fut un succès et la contre-attaque allemande fut stoppée. Le même jour, le 17 juillet, la division poursuit ses attaques sans succès. Le général Gerhardt, commandant de la division, réalisa alors qu'une attaque frontale était une erreur. Un officier du 2e bataillon du 115e régiment suggéra le contournement des positions nord allemandes par l'est. Le plan fut adopté. Le 2e bataillon du 115e devait envelopper les forces allemandes et le 3e bataillon devait attaquer le Cochet afin de fixer l'ennemi. Cette manœuvre permit de diviser les forces allemandes. Pendant ce temps, la 35e division progresse jusqu'à la périphérie nord-ouest de Saint-Lô, mais les unités de tête sont épuisées par les combats. Le 1er bataillon du 116e reçut l'ordre d'occuper les hauteurs dominant la route de Saint-Lô-Bayeux au nord de la Roque. Les soldats américains savaient désormais que la chute de Saint-Lô était proche. Durant la soirée du 17 juillet, chez les Allemands, la situation est critique. La perte de la côte 122 met en danger toutes les positions défensives au nord de Saint-Lô. La possibilité d'un repli général est abordée au sein de l'état-major de la 3e Fallschirmjäger Division du général Eugène Meindl. La demande est envoyée au général von Cholstitz qui valide l'ordre. Dès que la nuit tombe, les avant-postes allemands autour de Saint-Lô décrochent en silence. Le repli se passe sans que les Américains, épuisés par plus de 6 jours de combat, s'en rendent compte. Saint-Lô est évacué avec la mise en place de points de retardement.
Au petit matin, le 115e régiment lance un nouvel assaut vers la ville à partir de ses positions au nord-est. Mais là, surprise, la résistance de la veille est inexistante. La progression n'est interrompue que par des tirs d'artillerie beaucoup moins précis. Ce mystère est remonté à l'état-major de la 29e division. Le major général Gerhardt ordonne à son adjoint, le brigadier général Norman Cotta, de monter une task force interarmes. La force spéciale, la Task Force C pour Cotta, est créée en 40 minutes. Elle est forte de plus de 600 hommes et véhicules. La force principale est composée du bataillon de reconnaissance de la 29e division, composé de véhicules légers blindés M8. Le gros des troupes est composé de la compagnie C du 175e régiment et d'observateurs d'artillerie. Le support lourd est composé par des chasseurs de chars du 803e bataillon et quelques canons anti-chars de la division. Et plus surprenant encore, la police militaire de la division et une section des affaires civiles. La Task Force traverse les lignes du 1er bataillon du 115e régiment et engage le combat pour pénétrer en ville. À midi, elle entre dans Saint-Lô et commence le nettoyage des ruines sous les tirs d'artillerie allemands. Le général Norman Cotta considéra que l'action menée par le 3e bataillon du Major Howe représentait la véritable action ayant permis la prise de Saint-Lô. Sur ordre du général Gerhardt, le corps du Major Howe fut placé dans une ambulance qui accompagna la task force. De durs combats de rue s'engagent notamment au carrefour de la bascule. Les objectifs prioritaires, ponts, carrefours, hauteurs, sont sous contrôle. Quelques poches de résistance allemande demeurent mais n'inquiètent pas les forces américaines qui découvrent avec satisfaction que les ponts sur la Vire sont praticables. Après plusieurs heures de combat, la ville fut totalement libérée à 19h le 18 juillet 1944. Cependant, même après la perte de la ville, les Allemands continuèrent à bombarder les positions américaines. Le corps du Major Howe est déposé à côté de l'église Sainte-Croix. Recouvert du drapeau américain et des insignes de la 29e division, il fut déposé sur un amas de ruines devant l'église. Des fleurs cueillies dans les jardins voisins furent déposées autour de lui. Ainsi, le Major Thomas Howe devint symboliquement le premier soldat américain à entrer dans Saint-Lô. Il représente le symbole de tous les sacrifices pour la libération de Saint-Lô. La presse américaine imprime sur les pages l'histoire du Major Thomas Howe et son funeste destin, mais ne pouvant rédiger son nom en raison de la censure militaire, Howe est rapidement appelé le Major of Saint-Lô. La ville de Saint-Lô, détruite à plus de 90%, est nommée par Samuel Beckett, écrivain irlandais ayant participé au combat de la Seconde Guerre mondiale dans les rangs de la résistance française, comme la capitale des ruines. Purple Heart Draw. Lors de l'assaut de la côte 192 au début de l'offensive, la prise de la colline aurait été beaucoup plus difficile sans le courage des hommes du 23e régiment de la 2e division. Durant l'assaut, le 23e régiment devait prendre les flancs de la colline entre la ville de Saint-Georges-d'Elle et le sommet de la côte 192. À 6 heures, le 23e régiment se lance pour la capture de Saint-Georges-d'Elle et de ses coteaux. Sur le flanc de la côte 192, la compagnie A du 23e régiment progresse mais la visibilité est insuffisante. En face d'elle, les Allemands de la 3e Fallschirmjäger-Division tiennent le terrain. Alors que les troupes montent à l'assaut, un piège mortel se découvre sous leurs yeux. Un simple vallon coupe le terrain. À l'ordre d'avancer, les fantassins de la première section de la compagnie A engagent le combat. Ils sont soutenus à distance par 4 chars du 741e bataillon de chars, car le vallon est impraticable pour les blindés. Cependant, les Allemands répliquent avec leur artillerie et la section subit plus de 60% de pertes. Durant des heures, la compagnie A avance haie après haie, fossé après fossé. Les brancardiers parcourent sans cesse le vallon, ramenant les blessés sous le feu. Les hommes commencent à appeler cet endroit Purple Heart Draw, le ravin de la Purple Heart, la médaille des blessés et des morts américains. Mais ils ne cèdent pas. Les autres sections de la compagnie contournent l'obstacle par l'ouest. Cette manœuvre dure toute la journée face aux Allemands. Les survivants de la première section, alors commandés par le sergent William Stanley, progressent et reprennent l'ascendant sur leur adversaire et atteignent la départementale 195 en fin de bond. Cette victoire ne fait pas les gros titres. Le sommet de la côte 192, pris plus tard dans la journée, attire toute l'attention. Pourtant, sans le sacrifice de ces hommes de la compagnie A et du 23e régiment d'infanterie dans Purple Heart Draw, l'assaut principal aurait sûrement échoué. La première question que l'on se pose sur la bataille de Saint-Lô, c'est si les Américains avaient attaqué plus tôt, est-ce que la bataille aurait été plus facile ?
Même après coup, c'est très difficile d'y répondre. Les unités qui font sur Saint-Lô ne sont arrêtées dans leur élan que lorsqu'elles atteignent le bocage profond et après qu'elles se heurtent aux 3 côtes autour de Saint-Lô qui donnent un appui stratégique aux Allemands. Depuis le jour J, et sans compter les pertes sur Omaha lors de ce même jour, la 29e et 2e division ont perdu chacune 4000 hommes environ durant leur progression. L'usure matérielle et physique des unités, la fatigue psychologique lors de la traversée du bocage impactent indéniablement la capacité opérationnelle de ces divisions qui arrivent à un point critique en cette fin juin. Finalement, la pause météorologique et la prise de Cherbourg permettent de faire venir des renforts qui vont les rendre de nouveau pleinement opérationnels le 10 juillet. Cependant, les Allemands renforcent aussi leur position. À ce moment-là, le combat change de physionomie et les Américains ne sont pas préparés à cela. Après l'enfer vert du bocage, ils se retrouvent exactement dans la même position que les Anglais autour de Caen, avec des Allemands bien retranchés sur des positions faciles à défendre et qui permettent de compenser leur infériorité numérique. Et les effets sont finalement les mêmes, les troupes piétinent sur place alors que les pertes s'accumulent sans gain de terrain. Toutefois, certaines actions ont mis à rude épreuve cette défense. L'assaut sur la crête de la Vire a bien failli percer le front défensif, et les Allemands ont dû jeter leurs meilleures troupes en commençant par la Panzerlehr et la 17e SS Panzer. Cela a fixé une masse de manœuvres conséquente, empêchant ces divisions de venir renforcer la 3e Fallschirmjäger Division qui défendait Saint-Lô. Saint-Lô est en ruine et il faudra des semaines au génie américain pour permettre d'en faire le nœud logistique promis. Et à ce moment-là, les besoins seront ailleurs. Concernant les pertes américaines, je n'ai pas trouvé le détail entre les morts, les blessés ou les disparus. Je vous donne donc les chiffres approximatifs des pertes référencées. La prise de Saint-Lô va coûter environ 1800 hommes à la 29e division. La 2e division perd environ 1200 hommes pour la prise de la côte 192 et la défense du flanc dans les jours qui ont suivi. La 35e division, sur les 2 fronts de la Vire et de la côte 122, perd environ 2437 hommes. Durant l'assaut de la Vire, la 30e division perd 3930 hommes, montrant la force de la contre-attaque allemande. Côté allemand, les pertes sont équivalentes, mais la 3e Fallschirmjäger Division n'avait pas combattu depuis le débarquement, et son effectif reste important. Ils arriveront à tenir la ligne encore quelques semaines. Pendant que les Américains peinaient à prendre Saint-Lô, les Anglais à l'est de Caen lancent la plus audacieuse opération des dernières semaines, l'opération Goodwood. Nous en parlerons donc dans la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter les faits en commentaire, je vous répondrai sans souci. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille. La bataille de Normandie continue.